y a une annonce aujourd'hui, il y a des hausses sur 1458 produits qui vont entrer en vigueur dès dimanche, des baisses sur 539 produits et 1389 produits. Leurs prix vont demeurer inchangés. La Société des alcools du Québec va procéder bientôt à une hausse de prix sur de nombreux produits, comme elle le fait d'ailleurs chaque année. Philippe, il va falloir débourser près d'$1 de plus pour certaines bouteilles. C'est la Société des alcools du Québec, la SAQ, qui va ajuster à compter dimanche le prix sur près de 2000 de ses produits. Alors, on parle d'une hausse de prix moyenne de 2,4 % applicable sur 1458 produits. Et même l'alcool fort n'y a pas échappé. Les prix pour le rhum, la vodka et le gin ont considérablement augmenté au cours des 5 dernières années. Salut, je m'appelle Yann Langlais-Plante. Aujourd'hui, dans cet épisode de Sous le bouchon, on va parler prix. Vous savez, la SAQ annonce la variation des prix à la hausse de ses produits 2 fois par année. Ça se fait en mai et en novembre. À chaque occasion, le sujet fait couler beaucoup d'encre et suscite de nombreux commentaires. Nos clients commandent sur les médias sociaux. Les médias en font leurs gros titres. Pourtant, monopole d'État ou pas, le marché du vin et des spiritueux est sensible aux turbulences économiques, à l'inflation, au changement climatique. Autant d'éléments qui ont un impact sur le prix de votre bouteille préférée. Alors, au-delà du bruit créé par chaque ajustement de prix à la SAQ, quelques questions s'imposent et se posent. Est-ce que les Québécois paient un juste prix pour leur vin ou leur spiritueux? Est-ce que la SAQ se compare avantageusement avec d'autres monopoles de l'alcool? Bref, est-ce que les Québécois paient vraiment plus cher pour leurs bouteilles ici? Avec Édith Filion, vice-présidente et chef de la direction financière à la SAQ, et Alain Perrochot de Issatis Marketing et auteur derrière Hippovino, un site web pour découvrir, déguster, partager les informations sur le vin, nous nous penchons sur le prix des produits à la SAQ. Vous écoutez Sous le bouchon, les prix expliqués. Édith, Alain, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Yann. Bonjour Yann, bonjour Alain. Bonjour Édith. Très content d'être avec vous pour parler de ce sujet sensible mais ô combien intéressant. D'abord, on aimerait vous connaître un petit peu plus. Édith, qu'est-ce que tu fais à la SAQ? En fait, moi, ça fait 15 ans que je suis à la SAQ. Je m'occupe des finances de la SAQ, bien sûr, mais aussi de l'immobilier, de l'approvisionnement des biens et services et le sujet d'aujourd'hui, la gestion des prix. Alain, toi, de ton côté? Bonjour, moi je suis né en France et je ne suis pas un professionnel du vin, mais j'apprécie le vin depuis longtemps et je viens d'une famille qui l'appréciait beaucoup, d'où mon intérêt. Et je suis installé au Québec depuis la fin des années 70 et j'ai créé le projet Hippovino qui a été lancé sur les médias sociaux en 2013 et sur le web en 2015. D'accord. Puis merci d'être venu de la belle région de l'Estrie pour nous parler aujourd'hui. Donc, on se lance. Alain, tu es un expert du marketing. Tu connais bien l'environnement dans lequel évolue le commerce de détail. Comment on peut expliquer cette réaction-là, je dirais même l'émotivité de nos clients avec le prix payé pour leur vin puis leur spiritueux à la SAQ? Oh ben, en tant que client, tout le monde réagit négativement aux augmentations de prix. Et comme la SAQ annonce publiquement ses hausses et s'expose à de nombreuses critiques, d'autant plus que c'est un monopole. Donc, il n'y a aucun autre commerce de détail qui publie un communiqué de presse pour annoncer ses hausses de prix. Même les autres monopoles canadiens ne le font pas. Mais bon, moi, j'apprécie cette transparence, mais la plupart des clients ne veulent pas comprendre pourquoi les prix augmentent, ils veulent juste que les prix n'augmentent pas. Pour les autres commerçants, les prix changent habituellement en continu, donc c'est discret, personne ne s'en rend compte. Mais quand le fournisseur augmente ses prix ou les diminue, le prix de détail est ajusté. C'est la même chose d'ailleurs avec la SAQ. On parle des hausses, là, mais il y a parfois des baisses de prix également. Les baisses peuvent se faire en tout temps, les hausses se font 2 fois par année. Voilà. Édith, on ne se le cachera pas, les prix à la SAQ, c'est pas simple. C'est pour ça qu'on t'a invité aujourd'hui d'ailleurs, pour que tu nous aides à décortiquer tout ça. Pour baisser le niveau d'émotivité dont je parlais tantôt, pour que nos clients comprennent mieux qu'est-ce qui compose le prix d'un produit chez nous, comment tu peux nous expliquer ça là, de façon simple? Alors, un beau défi ce matin. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est la SAQ, c'est comme les autres commerçants, dans le fond. Tu sais, quand on établit les prix, de façon générale, il faut tenir compte des coûts directs là, associés aux produits qu'on vend. On veut aussi récupérer nos frais d'opération pour ultimement en générer un profit.
Donc, plusieurs éléments composent le prix. Il y en a évidemment plusieurs qui sont communs avec d'autres industries, puis il y en a vraiment quelques-uns qui sont spécifiques à l'alcool que je vais vous parler. Donc, au niveau des coûts directs, comme tout commerce de détail, le coût du produit acheté de nos fournisseurs, c'est le point de départ. Il faut savoir que le coût de chaque produit là, est négocié par nos équipes et ça tient compte de la réalité économique et climatique de chaque région. Puis ça, nos équipes sont ils ont de l'expertise là-dessus. Ils savent exactement ce qui se passe. Effectivement, ils sont connectés à toute notre industrie, autant nos agents, nos fournisseurs. Mais c'est pas juste le coût que le fournisseur réalise en faisant ses opérations. Il y a aussi une valeur de marché pour chacun des produits qu'il faut tenir compte. Donc, à la SAQ, il y a évidemment les taxes de vente. Donc, on peut penser la TPS, la TVQ, qui sont inclus dans notre prix. Ça, c'est une particularité parce que les autres commerces de détail, bien, tu as le prix qui est affiché, puis après ça, les taxes s'ajoutent à la caisse. Mais on a aussi une particularité qui est la taxe spécifique qui est chargée sur l'alcool, qui est une taxe provinciale. Donc, nous, on l'inclut dans notre prix, mais après ça, bien, on le verse directement au gouvernement du Québec. Puis, il y a également les droits d'assises et les douanes du gouvernement du Canada qu'on doit aussi tenir compte dans notre prix dans l'établissement de nos prix. Toutes ces taxes sont incluses dans le prix. Donc, pour un vin, par exemple, ça peut représenter près de 25 du prix là, qui est affiché. Donc, c'est le quart du prix qu'on paye qui est des taxes, finalement. Qui est des taxes pour le vin. Et pour un spiritueux, bien, c'est plus que 30 que ça représente parce que l'assise au niveau du gouvernement canadien est beaucoup plus importante sur les spiritueux que sur les vins. Il y a aussi les taux de change parce qu'évidemment, nous, on achète des produits partout dans le monde. Donc, on achète des produits en dollars canadiens, bien sûr, mais aussi en euros et en dollars américains. Et évidemment, les coûts de transport, qui sont également des coûts directs qui sont à tenir compte là, dans l'établissement de notre prix de détail. Donc, tu sais, je parlais tantôt des produits partout dans le monde. On fait affaire avec 80 pays. Donc, c'est pas rien. Il faut vraiment en tenir compte. Et je dirais qu'à tout ça, une fois que tous ces coûts-là sont considérés, on ajoute une majoration. Une majoration qui est, dans le fond, le profit qu'on veut faire pour générer, évidemment, le dividende au gouvernement du Québec. Puis ça, c'est la particularité de la SAQ. Puis c'est en fait, le profit qu'on fait sur les vins en s'assurant que le prix est juste pour le consommateur, mais c'est au bénéfice des Québécois et des Québécoises. Puis ça, c'est ce qui me rend fière. Puis c'est aussi ce qui rend fier beaucoup de nos employés. Oui, puis c'est la responsabilité de la SAQ, sécuriser le dividende qu'on remet chaque année au gouvernement. Alain t'en parlait tantôt. La SAQ est le seul commerce de détail que je connais qui expose publiquement ses ajustements à la hausse de prix comme ça 2 fois par année. Pourquoi cette stratégie-là de 2 périodes? Puis, je suis certain que je ne suis pas le seul à me poser cette question-là. Oui, effectivement. Dans le fond, il faut comprendre que la SAQ commercialise plus de 40 000 produits. Sur ces 40 000 produits, il y en a 4 000 qui sont offerts en continu, donc qui sont disponibles en tout temps dans nos succursales. Souvent, c'est dans le milieu des succursales, quand on va visiter une succursale, c'est ces produits-là qui sont offerts en continu. Donc, pour ces produits qui sont disponibles en tout temps, nous, on veut assurer une stabilité de nos prix. Donc, on ne veut pas qu'à chaque fois que le client vient en succursale, le prix fluctue. Donc, ça fait partie de notre stratégie d'assurer un prix juste, mais aussi stable pour tous les produits qui sont disponibles en tout temps. Donc, 2 plages pour permettre aux fournisseurs d'ajuster, évidemment, c'est que c'est prix lorsque sa réalité fluctue, mais stabilité des prix pour les clients. Il y a aussi 20 000 produits là, qu'on achète en petite quantité, des petits lots qui sont disponibles partout. Notre équipe fait son devoir pour aller chercher les petits trésors partout dans le monde. Des allocations. Des allocations, on appelle ça des petits lots. Pour ceux-là, bien, en fait, ça, c'est négocié par lot et le prix bien, va être en fonction du lot acheté, du prix en fonction de lorsque ces lots-là, c'est négocié, qui arrive à la SAQ. Alors, mais on disait tantôt, on parle beaucoup des hausses, mais c'est vrai qu'il y a des baisses, Alain. Puis, en fait, notre engagement, c'est vraiment de refléter la baisse au fur et à mesure qu'il y a des éléments dans notre prix de détail là, qui baissent. Bon, on le reflète directement aux clients, contrairement aux hausses, où là, s'il y a des hausses, dans la période de 6 mois qu'on n'a pas ajusté nos prix, bien, c'est la SAQ qui absorbe les hausses de prix de façon générale. Donc, les hausses 2 fois par année, les baisses en tout temps. Alain, oui, tu veux rajouter là-dessus? Ben oui, l'an dernier, justement, le cours de l'euro avait baissé,
puis on a vu plusieurs prix qui avaient baissé. On l'avait remarqué en faisant nos mises à jour de prix, puis on a contacté la SAQ et ils nous ont confirmé que c'était bien à cause de la baisse. Donc, on peut voir que des fois, les prix baissent. D'accord. J'ajouterais à ça que, tu sais, lorsqu'on négocie avec nos fournisseurs, notre volonté, c'est de respecter leur réalité. Évidemment, ils sont en affaires, eux autres aussi, pour couvrir leurs coûts et faire du profit. Ce n'est pas des organismes à but non lucratif, mais on veut aussi s'assurer que nos clients ont le juste prix. Puis c'est comme ça qu'on négocie nos prix. Puis ça, c'est pas su beaucoup par les gens, c'est que dans... Tu me donnes un scoop, là. Oui, c'est pas un scoop, mais en fait, je mets de la lumière sur quelque chose qui existe. En fait, on a une politique d'achat émise en marché. Puis, en fait, ce qui est demandé aux producteurs qui veulent faire affaire avec la SAQ, c'est qu'ils nous fournissent le meilleur prix canadien pour les produits qu'on achète en fonction du volume vendu par chacun des territoires. Donc, c'est sûr qu'ils trouvent ça dur parfois, mais on trouve toujours des terrains d'entente là, pour s'assurer que notre client paye le juste prix. La fameuse comparaison avec l'Ontario. Si on exige le meilleur prix canadien, comme tu viens de nous le dire, Edith, comment tu peux expliquer que mon beau-frère, là, puis je vais taire son nom, là, trouve son vin préféré à un prix plus bas à la LCBO de l'autre côté de la rivière des Outaouais? Oui, on se fait vraiment souvent poser cette question-là, mais de moins en moins, je dirais, parce que, tu sais, que depuis quelques années, parce qu'en fait, en général, nos prix sont similaires et même inférieurs dans 80 du temps, autant pour les vins que pour les spiritueux. Donc, et ça, bien, c'est pas arrivé tout seul, en fait. On a fait des efforts dans ce sens-là dans les dernières années pour s'assurer que, comme je disais tantôt, en tout temps, nos clients ont un juste prix. Maintenant, ça ne veut pas dire que tous les produits sont moins chers ou à prix égal au Québec. Il peut y avoir certains produits qui sont légèrement plus favorables au niveau de l'Ontario. Mais il faut comprendre que si le volume vendu, par exemple, est plus élevé en Ontario qu'au Québec, bien, il est possible que le prix qu'ils ont acheté de produits auprès d'un fournisseur bien, soit légèrement moins élevé. Mais ça, c'est des règles du marché, puis ça représente juste un faible pourcentage des produits. Quand on regarde un panier moyen acheté d'un côté ou de l'autre, c'est le Québec qui gagne. Parfait. Ben, je vous confirme que effectivement, quand on regarde les prix en faisant nos mises à jour, autrefois, il y avait un écart, mais de nos jours, c'est plutôt favorable pour les consommateurs québécois. D'accord. Alain, tu vois les prix fluctuer toi aussi. Quels sont les facteurs qui expliquent les augmentations de prix dans le monde du vin et des spiritueux? Bien, il y a des choses qui sont communes à tous les commerces de détail. On est dans un contexte d'inflation. Les dernières années ont été chaotiques pour l'économie, la pandémie, la guerre en Ukraine. Ça fait exploser le coût de l'énergie. Puis les vignerons en particulier, ils sont très exposés. Et également les transporteurs. Donc, tout ça a fait augmenter les prix. Si on regarde les vignerons en France, ils se plaignent beaucoup, par exemple, de la hausse du prix du verre. Et les bouteilles sont rendues beaucoup plus chères qu'avant. Notamment, il y avait beaucoup de verreries en Ukraine. Hein? C'était un marché important là-bas. Effectivement. Donc, ça a fait augmenter beaucoup les coûts et ça impacte encore plus les vins les moins chers puisque une bouteille sur un vin à 30 $, le coût n'est pas très important, mais sur un vin à 15 $, ça fait une différence. Est-ce que la SAQ a un avantage dans la négociation en étant un monopole? Bien, la SAQ a un avantage de volume. C'est un des plus gros acheteurs de vin au niveau mondial. Donc, c'est un grand poids dans les négociations. Quand je parle avec des producteurs, j'entends parfois... ils sont contents de vendre pour approvisionner 400 magasins, mais des fois, ils trouvent qu'il y a des pressions aussi, comme disait Edith tout à l'heure, mais en même temps, la SAQ est quand même plus raisonnable que certains grands détaillants américains. Ceci dit, quand on voyage en France, tout le monde remarque que le prix des vins français est beaucoup plus bas et ça amène souvent son lot de plaintes par rapport à ici. Mais en même temps, les vins qui sont vendus très bon marché dans les supermarchés français ne sont pas nécessairement de la meilleure qualité, ceci dit. Et quand on va chez des petits cavistes qui achètent, eux, en plus petit volume beaucoup plus petit volume que la SAQ, eh bien, on voit parfois des prix comparables, surtout sur les vins importés, en fait, parce que au Québec, on importe notre vin. Donc, comme disait Edith tout à l'heure, il y a des taxes qui s'ajoutent à cause de l'importation. Et
ça a un impact effectivement sur le prix payé. Donc, on ne se compare pas toujours on n'a pas toujours les bons comparatifs. Exactement, oui. Si on se compare à un des 3 grands pays producteurs, la France, l'Italie ou l'Espagne, c'est normal que dans chacun de ces pays-là, le vin y soit moins cher, leur vin local. Mais achetez du vin italien en France et vous verrez que même s'il n'y a pas de taxe vu que c'est l'Europe, le vin est parfois à des prix beaucoup plus élevés que ce qu'on imagine. Mais ailleurs au Canada, est-ce que le prix payé pour un vin ou un spiritueux est comparable au prix qu'on voit sur les tablettes ici à la SAQ? Bien, nous, quand on fait nos publications, on fait beaucoup de recherches sur les vins et souvent, on regarde les prix dans les autres provinces. Et honnêtement, à l'heure actuelle, il y a quand même un avantage au niveau du Québec dans la plupart des cas. Édith, là-dessus? Ben oui, en fait, nous aussi, on fait ces comparaisons-là. Puis, on le fait 1 à 2 fois par année. Tous les vins je dirais, qui sont semblables, les mêmes vins qui sont vendus là, dans différentes provinces. On fait des comparaisons avec les États-Unis aussi ou ailleurs dans le monde. Puis, on peut... puis c'est de là que vient la statistique du 80 %. Je parlais de l'Ontario tantôt, mais c'est vrai également dans les autres provinces. Puis, la différence, je dirais, quand on compare Québec, Ontario avec certaines autres provinces de l'Ouest où il y a des modèles privatisés ou semi-privatisés, bien, en fait, les prix sont vraiment... Il n'y a pas un prix partout, tu sais, uniforme partout. Il y a même que les prix fluctuent. Plus que tu es loin des métropoles, plus tu peux trouver des prix élevés. Donc, il y a véritablement là, un avantage. Oui, puis ça fait partie aussi de l'analyse qui sert aussi à notre promesse client, qui est d'offrir un prix juste et compétitif en tout temps. On va parler de majoration maintenant. Une chose qui frappe quand on se penche plus attentivement sur le prix des produits à la SAQ, c'est que la majoration pour un vin puis celle d'un spiritueux est différente. Est beaucoup plus élevée pour un gin ou un rhum, par exemple, que pour un pinot noir ou un chardonnay. Qu'est-ce qui explique cette différence-là entre le vin et le spiritueux au niveau de la majoration? On va juste dire que c'est pas particulier au Québec ou à la SAQ. Hein. Les prix des spiritueux, de façon générale, est plus élevé que le vin que tu ailles n'importe où dans le monde. Mais il faut dire que pour le Québec, en fait, à l'époque, en 1921, la création de la SAQ, on souhaitait que la consommation des spiritueux diminue. Je n'étais pas là, évidemment. Non. Mais ce que l'histoire nous enseigne, c'est que c'était un problème de santé publique. Donc, on appelait ça du fort avec tout. Puis, en fait, comment amener les citoyens à migrer vers des produits plus légers en alcool. Donc, les autorités, avec la prohibition un peu partout en Amérique du Nord, pensaient qu'il fallait migrer vraiment cette consommation-là. Et en fait, on parlait quasiment déjà de consommation responsable avec une autre appellation. Donc, c'est comme ça que puis on parle de majoration, mais je parlais tantôt de la taxe d'assises. Hein? Oui. Même au niveau de la taxation, ça demeure plus élevé pour les spiritueux que pour les vins. Puis c'est la raison que je peux voir là, qui perdure dans le temps parce que c'est encore aujourd'hui un sujet d'actualité. On ne veut pas que les gens, que ça soit tellement accessible, des produits à forte teneur en alcool, que ça soit évidemment disponible à tous. Je comprends, c'était peut-être nécessaire en 1921 dans le contexte de l'époque, mais ça remonte à plus de 100 ans. Ni Alain, ni moi, ni toi, Édith, on était là. Le rapport à l'alcool des Québécois a évolué depuis. Ouais. Pourquoi on n'a pas diminué la majoration pour les spiritueux d'ici, notamment, comme plusieurs le demandent, pour notamment encourager davantage l'industrie locale? Oui, ça, c'est une très bonne question. Si tu le dis, là, le monde a beaucoup changé. Et puis, dans ce changement-là, il y a eu la libéralisation des marchés, des accords de commerce internationaux qui ont eu lieu, notamment avec le Canada, l'Union européenne, avec les États-Unis, etc. Et ça, en fait, ça favorise l'ouverture des marchés. Donc, ça facilite, évidemment, les échanges commerciaux. Donc, l'achat, par exemple, évidemment, de vins spiritueux partout dans le monde, mais ça vient avec des règles. Puis ces règles-là, dans le fond, ce que ça fait au niveau de notre commerce, c'est que ça exige que peu importe la provenance d'un même produit. Fait que, par exemple, un vin qui vient de l'Australie, du Québec ou de la France, un spiritueux produit ici au Québec versus on achète en Grande-Bretagne, mais on doit appliquer la même majoration, peu importe la provenance. Puis ça, c'est vraiment, c'est des règles de nos accords de commerce internationaux que le Canada a convenus avec les autres pays.
Donc, si on voulait baisser la majoration de, exemple, les gins, parce que le gin du Québec, c'est une belle industrie là, qui est en pleine croissance ici, on aurait l'obligation d'appliquer la même règle sur les produits de la même catégorie, là, de peu importe sa provenance. Donc, c'est certain qu'il y aurait un impact important sur les profits de la SAQ, puis évidemment le dividende qui est livré au gouvernement. Mais au-delà de ça, je pense qu'il faut aussi dire, comme on parlait précédemment, Yann, que de baisser la majoration sur des produits à forte teneur en alcool, c'est peut-être pas... peut-être pas un bon message. Un bon message là, au niveau de la consommation. Il y a un équilibre à respecter. Puis ça, bien, ça fait partie de notre mission. Ouais. Ben, c'est aussi une tendance au niveau international. Hein. Il y a à l'heure actuelle, en Europe, plusieurs pays où on essaye d'avoir une taxation sur l'unité d'alcool, qu'on appelle. Donc, ce qui veut dire d'avoir des prix minimum plus élevés pour les spiritueux que pour les autres boissons. Oui, puis j'aimerais peut-être ajouter aussi que, au-delà de dire, tu sais, on baisse une catégorie, on augmente l'autre. Quand je parlais d'équilibre tantôt, c'est aussi un équilibre du marché parce que chaque produit a une valeur relative par rapport aux autres. Puis il y a des vins, il y a des vins qui se vendent à 10, il y en a qui se vendent à 300. Pourquoi? Parce qu'il y a une valeur par rapport à ça. Puis il faut être super vigilant. On ne peut pas de façon unilatérale décider de faire varier la valeur d'un produit sur un marché parce que, bien évidemment, ils sont en compétition. Les fournisseurs sont en compétition par rapport à ces produits-là. Puis, évidemment, il faut être très sensible à ça. Puis quand on parle d'équilibre, bien en fait, ça fait partie de l'équilibre aussi là, qu'on doit faire. Pourquoi le vin d'ici vendu au domaine sur le lieu de production, donc, est exempt de majoration, mais pas les spiritueux? Donc, mettons, le producteur de gin, lui, il vend sur place, il faut qu'il paye la majoration, mais le producteur de vin, le vignoble qu'on visite, lui, il ne paye pas. C'est pas un 2 poids, 2 mesures, ça? Ben, en fait, c'est que c'est pas une question de produit, c'est plus une question de permis. Puis ça, les permis, bien évidemment, c'est pas la SAQ là, qui régit cette réglementation-là, c'est le gouvernement du Québec. Donc, pour essayer de faire ça le plus simple possible, là, au Québec, il y a 2 types de permis. Il y a le permis d'artisan. Ce permis-là, en fait, ça permet, ça peut être un vigneron, ça peut être un producteur de spiritueux, de produire sa matière première, que ce soit son vin, ses grains, pour produire les spiritueux, et jusqu'à la mise en bouteille de son produit. Du grain à la bouteille. On appelle ça du grain à la bouteille. Puis quand tu peux faire ça, tu as un permis d'artisan, puis là, tu peux vendre ton produit sur ton vignoble, sur ton lieu de production, sans verser de majoration à la SAQ. Pour tous les autres qui peuvent acheter des matières premières d'ailleurs que sur leur lieu de production, ils ont un permis qu'on appelle industriel parce que ça leur permet de faire des beaucoup plus gros volumes de production. Et c'est là que le règlement dit quand tu as un permis industriel, bien là, tu dois verser à la SAQ parce que tu produis du gros volume. Puis là, tu es en compétition avec les autres produits qui sont importés d'ailleurs. Puis bon, bien, le même traitement doit être égal. Donc, c'est pas une question de produit. C'est une question de permis. Oui, puis il y en a des micro-distillateurs qui ont des permis d'artisan et qui n'ont pas à remettre la majoration à la SAQ. Là, je demande pour un ami, là, bien sûr, est-ce que c'est vrai que les vins les plus chers ont une plus petite majoration que ceux d'entrée de gamme, les moins chers? Oui, tout à fait. La majoration en pourcentage est plus élevée sur les produits à moins de 20 $. Par contre, en dollars, bien évidemment, si on achète un verre à 300 $, ou même à 30 $, je veux dire, en dollars, la majoration va être plus grande qu'un vin à petit prix. On offre un prix juste pour encourager la découverte, mais sans toutefois encourager la consommation. C'est ça notre principe. Puis, qui détient la baguette magique pour changer la majoration? La SAQ, le gouvernement? Parce que je pense notamment à la modification apportée à la majoration des champagnes en 2014. Est-ce que c'était une décision de la SAQ à ce moment-là? Oui, absolument. Bien, en fait, il faut savoir qu'à chaque année, on revise on revoit nos structures de majoration, puis on se pose des questions. On est toujours au bon endroit? Est-ce qu'il y a des changements à faire? Puis en 2014, quand on a regardé ça, on a trouvé qu'il y avait un enjeu entre les mousseux et les champagnes. Il y avait un endroit entre les deux où est-ce qu'il n'y avait pas d'offre pour notre client. Et
on s'est dit qu'en réduisant un petit peu la majoration des champagnes, ça nous permettrait d'introduire des champagnes à plus petit prix, sous la barre des 50 $, puis nos mousseux y arrêtaient environ à 35 $ à l'époque. Donc, ça permettrait comme une plus belle gradation, puis une offre de produits qui répond à plusieurs types de budgets par rapport à ce que c'était avant. Donc, ça, c'est quelque chose que nous, on peut faire et on le fait. Parce que ça, tu parles du champagne, Yann, mais on a aussi baissé la majoration sur les prêts à boire à peu près au même moment, 2016-2017, et pour avoir un prix qui était plus aligné avec d'autres types de produits sur le marché. Donc, oui, ça fait partie des choses qu'on contrôle. Ce que je voulais dire aussi, c'est que, dans le fond, tu sais, quand un monopole, ça veut dire que ça s'adresse à tous les clients. Oui. Chaque client doit trouver son compte. Et avec la profondeur de l'offre qu'on a, ce que ça fait, c'est que peu importe ton budget, l'idée, c'est que tu vas pouvoir trouver un produit qui te convient. Alors, ça aussi, ça fait partie de la promesse client. Effectivement. Notre rôle comme société d'État, d'offrir le bon produit à tous les types de clients. Exactement. Oui, et pour les bulles, je dois dire que l'offre s'est vraiment améliorée. Et maintenant, moi, je suis un amateur de bulles. Et il y a une belle offre continue avec des produits meilleur marché, des produits intermédiaires. Et effectivement, maintenant, on a des champagnes et le choix des champagnes qui ont été faites dans les champagnes à moins de 50 $ est intéressant aussi. Tout à fait. On le voit, il y a beaucoup de critiques positives pour ces champagnes. On partage la même passion aussi au niveau des bulles. Oui, j'ai même quelques bouteilles en tête. Là. On pourra s'en parler après l'enregistrement. Comme les saisons qui reviennent chaque année, le débat sur la pertinence de notre système de vente des alcools, donc ce monopole, refait surface. Ça, c'est une des certitudes de la vie, là. Les hivers reviennent et puis la discussion revient. Pas question, vous l'avez entendu, de privatiser la SAQ. D'abord, est-ce que c'est vrai que la SAQ, c'est un véritable monopole au Québec? Mais là, on s'intéresse à cette recommandation de briser le monopole de la SAQ. Pierre-Yves, bonjour. Salut. Tu veux me parler du monopole de la SAQ? On le sait, ça revient souvent dans l'actualité, ça revient ponctuellement. Certains demandent la fin du monopole de l'alcool de la SAQ, souhaitent un marché plus ouvert. Ça existe ailleurs, notamment en Alberta, qui, depuis le début des années 90, a privatisé le commerce de l'alcool. Alain, quelle analyse tu fais de l'expérience albertaine, qu'on entend souvent parler, puis est-ce que c'est mieux avec ou sans monopole de l'alcool? C'est un petit peu compliqué à répondre. Bon, je n'ai pas voyagé récemment en Alberta, mais j'ai lu plusieurs articles sur le sujet qui démontrent qu'il y a maintenant plus de magasins. Mais une des choses dont Edith parlait tout à l'heure, c'est qu'effectivement, entre les grandes villes et les petites villes, il y a un grand écart d'offres et il y a un grand écart de prix aussi. Les vins moins chers se trouvent dans les grandes villes, mais quand on va dans les petites villes, c'est plus difficile à trouver. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses où la comparaison n'est pas facile non plus, puisque les Albertains boivent plus de vin californien, alors que nous, ici, on boit davantage de vin français. Mais quand je regarde des critiques canadiens qui montrent les prix de vente des vins dans les différentes provinces, c'est quand même rarement à l'avantage de l'Alberta, sauf pour quelques produits. Et contrairement à la SAQ, où comme par exemple on achète un produit à Val-d'Or, à Montréal ou à Sept-Îles, va être le même prix, c'est pas le cas en Alberta, entre Edmonton, Calgary puis Medicine Hat, mettons. Exactement, c'est ça. D'ailleurs, quand les critiques comme ça indiquent les prix, ils indiquent une fourchette pour l'Alberta. OK, parce qu'il y a une parce qu'ils voient qu'il y a une variation. OK, ce qui n'est pas le cas ici. Moi, je pense que ça, Yann, ça ferait un beau sujet d'un autre balado. Edith, on te réinvite. Puis non, en fait, je ne dis pas que je suis la meilleure personne pour en parler, mais c'est un sujet qui me passionne, alors... D'accord, c'est noté. C'est noté. Offrir des prix justes, compétitifs, on l'a dit quelques fois, ça fait partie de la promesse client, puis offrir des prix justes et compétitifs à tous nos clients aussi à la SAQ, ça fait partie de la promesse client. Comment on s'assure, Edith, année après année, négociation après négociation avec les agents, les producteurs, de respecter cet engagement-là qu'on a envers notre clientèle puis qui est au cœur de la mission de la SAQ? Bien, il y a la profondeur de notre offre qui fait qu'on a des produits à tous les prix.
Puis je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ou ça vous est arrivé quand on arrive avec un conseiller en succursale, une fois qu'on dit je cherche un vin pour aller avec mon spaghetti ce soir, il va dire quel est votre budget. C'est souvent une des premières questions parce que selon le profil, évidemment, là, de goût du client, bien, là, il faut aussi savoir quel budget il a. Puis après ça, notre conseiller bien, va être capable de proposer des produits en fonction du goût et du prix que le client a goût de faire. Puis même faire des découvertes en plus. Faire des découvertes, effectivement. Puis ça, notre programme Inspire, en fait, lorsqu'on est membre Inspire, bien, ça permet aux conseillers, puis même aux clients, d'être capable de naviguer en fonction de ses préférences, de son historique d'achat aussi, puis de trouver des produits bien, similaires, mais différents pour sa découverte. Donc, le programme Inspire, ça fait partie, j'appelle ça la colonne vertébrale là, de notre stratégie marketing pour les clients. Puis ça permet d'avoir une offre qui est plus pertinente pour le client, en sachant évidemment ses goûts, ses préférences. On a maintenant les cotes et commentaires aussi, qui permet pour le client de se référer à ce qu'il aime. Puis, dans le fond, quand on regarde un petit peu par en avant, on a un projet pour notre centre automatisé de Montréal qui vise notre site SAQ.com, qui aujourd'hui est limité dans sa capacité d'offrir un nombre de produits sur le web à nos clients, mais que dans quelques années, lorsque ça sera terminé, la construction de ce projet-là, on va pouvoir offrir sur notre site SAQ.com plus de 20 000 produits en tout temps. Donc, moi, j'appelle ça la plus grande cave à vin au bout du doigt des clients. Il va pouvoir commander, puis on va pouvoir le livrer soit dans une succursale ou à la maison et de façon plus rapide qu'on peut le faire aujourd'hui. Et je peux vous dire que ça, c'est une des demandes que j'entends souvent par les gens qui achètent en ligne. Là, ils ont hâte d'avoir des livraisons plus rapides. Tout à fait. On pourra en reparler dans un autre balado. On trouve des sujets dans cet enregistrement, vraiment. Puis, on est en train de préparer la prochaine année. Oui, puis je dirais que, tu sais, on parlait du conseiller tantôt, mais quand on conseille, quand on compare, en fait, la SAQ avec d'autres commerces, puis on en a, quand on voyage, on va partout dans le monde là, acheter de l'alcool, que ce soit dans les grandes surfaces, etc. Mais en fait, moi, je pense que c'est vraiment ça. C'est le rôle conseil qu'on fait avec nos clients qui fait que la satisfaction est si élevée. Parce que quand on fait des sondages de satisfaction, là, on est à plus de 90 % de satisfaction de notre clientèle. Mais c'est vraiment ça, je pense, l'élément différenciateur clé qui fait que nos clients sont satisfaits. Tout à fait, tout à fait. Oui, effectivement. D'ailleurs, moi, je peux vous dire que j'ai remarqué aussi, vous avez sûrement dû travailler là-dessus dernièrement, parce qu'il y a une amélioration des connaissances des conseillers en vin. Quand je vais en succursale, je remarque qu'ils sont beaucoup mieux équipés pour répondre à des questions sur toutes sortes de vins, pas seulement les vins les plus courants. Tout à fait, tout à fait. Il y a des beaux programmes de formation. Il y a vraiment un engagement très fort des employés en succursale, puis une passion pour ce qu'ils font. Puis ça, on a déjà traité au micro de Sous le bouchon, mais on le voit aussi quand on se présente en succursale. Ça, c'est vrai. Les critiques sur le modèle reviennent de temps à autre dans l'espace public, là, je le disais tantôt. Mais il y a aussi l'industrie, les producteurs d'ici qui disent que la SAQ n'en fait pas assez pour eux, que la SAQ fait pas ci, fait pas ça, pour soutenir leur écosystème dynamique là, aux quatre coins du Québec. Est-ce que la SAQ peut en faire plus dans le cadre actuel pour les producteurs locaux? Bien, en fait, ça fait partie du cœur de nos priorités, là, notre industrie locale. Puis je peux dire que c'est un vecteur de fierté aussi là, pour les employés de la SAQ qui sont engagés à faire valoir les produits d'ici. Donc, on continue à les soutenir comme on le fait depuis le début. Mais évidemment, comme je disais tantôt, au niveau des prix, il y a des règles à respecter. C'est sûr qu'il y a des attentes par rapport à ça, mais il y a un cadre qui est établi. Il y a un cadre qui est établi qu'on doit respecter. Dans mon auto, en m'en venant, on parlait, c'est la campagne BAQ. Oui. Puis c'était, bien évidemment, la SAQ va redonner en fonction de lorsque les clients achètent des produits québécois. C'est une des façons aussi. Donc, on gagne sur tous les fronts. On gagne parce qu'on redonne de l'aide alimentaire, mais tout en faisant la promotion des produits en faisant valoir les produits du Québec. Donc, un autre exemple, par exemple, c'est qu'on a participé cet automne à un événement
d'événements pour faire rayonner les produits d'ici, là, au-delà du Québec. Donc, on a accueilli des acheteurs, des journalistes des quatre coins de la planète dans le cadre d'une mission commerciale pour faire découvrir les artisans, les terroirs et leurs produits. Alors, on est toujours en mouvement par rapport à ça. C'est une vitrine qu'on sert de notre vitrine pour les mettre de l'avant puis les faire rayonner. Si on revient à nos clients, Alain, qu'est-ce que la SAQ fait bien présentement? Puis qu'est-ce qu'elle pourrait faire mieux pour répondre aux attentes des clients, notamment sur le prix? Bien, je pense qu'une des choses qui est appréciée des clients, hein, c'est l'offre de succursales, hein, le nombre de succursales. Il y a, à mon avis, pas beaucoup de personnes au Québec qui ne passent pas devant une SAQ dans leur déplacement quotidien. Donc, c'est facile de faire un arrêt pour s'acheter du vin. Et également, la profondeur de l'offre des produits de partout dans le monde. C'est ça qui est intéressant. Et on dit qu'on achète beaucoup de vins français, mais on achète maintenant aussi des vins grecs, des vins autrichiens, des vins de pays dont on n'entendait pas parler comme producteurs. Et la SAQ a réussi à bâtir une belle offre autour de ça aussi. Donc, c'est intéressant pour les clients. Et puis, du côté des choses qui sont importantes pour eux aussi, Edith l'a dit tout à l'heure, et je pense que là, c'est une chose où il faut que la SAQ continue à travailler très sérieusement, c'est l'offre des vins à prix abordable. Que ce soit à moins de 15 $ ou entre 15 et 20 $, c'est quelque chose auquel les gens sont très sensibles. Et moi, ce que j'ai remarqué, par contre, dernièrement, pour dire qu'il y a des choses qui vont bien, justement, c'est que l'offre de vins bio abordable s'est beaucoup améliorée dernièrement. Donc, c'est pas nécessairement facile à trouver, mais il y en a de plus en plus. Donc, de ce côté-là, les gens sont contents. Oui, puis nos équipes travaillent très fort là-dessus. Puis je pense qu'Edith, tu voulais rajouter. Oui, en fait, on en a, plusieurs dizaines là, de nouveaux arrivages qui arrivent cet automne. Puis au-delà de ça, notre stratégie, c'est d'avoir toujours le pourcentage de nos produits en fonction du pourcentage d'achat des clients. Donc, si j'ai, par exemple, 10 de clients qui achètent des produits en bas de 12 $, bien, on va s'assurer d'avoir 12 de notre offre produit qui est disponible pour eux. Donc, toujours être en équilibre par rapport à ce que le client a besoin puis ce qu'on met en valeur. Bien, il y a un mot dans ce que tu viens de dire qui trace un peu la ligne tout au long de vos réponses. Puis notre échange aujourd'hui, c'est l'équilibre. Donc, c'est vrai que pour le prix aussi, il y a une notion d'équilibre. Puis sur l'offre aussi, il y a une notion d'équilibre. Puis ça fait partie du travail de toutes les équipes à la SAQ pour livrer ce qui est attendu de notre part. Je veux vous remercier tous les deux pour votre présence aujourd'hui. C'était pas un sujet facile. Il y avait des questions quand même un peu difficiles. J'espère que nos auditeurs en savent maintenant un peu plus sur la mécanique des prix à la SAQ, comment ça fonctionne. Ça va assurément susciter quelques discussions autour d'un verre de vin ou d'un gin tonic, là, qui sait, après l'écoute du balado. Edith, merci beaucoup. Merci à toi, Yann. Alain, merci. Merci à toi, Yann. Merci, Edith. En plus de cet épisode de notre balado, j'invite nos auditeurs à visiter aussi la page Les prix expliqués sur le site Internet de la SAQ au saq.com. Vous y trouverez des informations complémentaires et pertinentes pour en savoir davantage sur cette question. Merci à vous deux. Le balado Sous le bouchon est une production de la SAQ en collaboration avec Magnéto. Idée originale, Yann Langlais-Plante et l'équipe des affaires publiques et communications de la SAQ. Prise de son, montage, mixage et musique, Antonin Vyss. Réalisation, Linda Bouchard. Un merci spécial à Marie-Claude Nantel et Linda Bouchard pour le contenu de cet épisode. Abonnez-vous et parlez de Sous le bouchon autour de vous. Je m'appelle Yann Langlais-Plante. Merci de nous avoir écoutés.